Merci, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, honorable assistant, chers collègues. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de nos amis de l'association des groupes scientifiques de médecine de famille pour animer cette thématique très intéressante. Et ça va dans le sens de votre slogan, le défi vers l'avenir. Donc, on m'a chargé de traiter un sujet d'actualité pour plusieurs raisons que je vais citer par la suite. C'est l'évaluation de risque cardiovasculaire et comment optimiser le traitement. C'est un sujet qui m'a poussé à faire enlever ma casquette de rythmologue parce que je suis professeur de cardiologie, mais j'ai une sous-spécialité de rythmologie interventionnelle à l'hôpital militaire et à la Fondation Publiciste des sciences de la santé. Et mettre mon autre casquette de membre de la Société marocaine de cardiologie, membre du bureau exécutif, dirigé la présidence assurée par le professeur Alami de Casablanca, et avec lequel on discute beaucoup de ces sujets. Ce sont des sujets qui nous poussent à avoir des réflexions des fois différentes. Et je vous remercie pour me donner l'occasion, d'abord pour exposer nos points de vue personnels, nos points de vue du bureau de la Société marocaine de cardiologie, parce que vous allez voir qu'on a beaucoup de problématiques quant à l'évaluation. Ça paraît simple comme titre, mais évaluer cardiovasculaire avec des outils faits ailleurs, c'est difficile dans un contexte marocain qui est tout à fait différent du contexte que ce soit européen ou américain ou asiatique. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est d'abord comprendre l'importance de l'évaluation globale de risque cardiovasculaire et comment adapter la stratégie thérapeutique au profil individuel du patient. Et bien sûr, tout en rappelant qu'on est dans un contexte épidémiologique important. Dans notre pays, il y a une transition épidémiologique. On voit de plus en plus de maladies de sujets qu'on ne voyait pas auparavant. Avant, on avait beaucoup de valvulopathie rhumatismale. Maintenant, on va développer des sujets âgés. Donc, il y a développement, comme on a bien discuté avec nos amis gériatres, des nouvelles spécialités de gériatrie, parce qu'on assiste à un vieillissement de la population. Et la première question qu'on va se poser, pourquoi on va évaluer le risque cardiovasculaire? Donc, certainement, parmi vous, dans vos cabinets, de temps en temps, vous recevez des patients, donc suite à un décès subit d'un membre de la famille, d'un voisin, d'un cousin. Donc, il y a cette information qui vient là. Je vais voir mon état, comment il est. Donc, on se pose souvent des questions. Comment est-ce que je risque moi aussi de mourir comme mon voisin, mon cousin? Donc, c'est un aspect personnel à l'initiative du patient. Il y a d'autres aspects, c'est lorsqu'on fait des campagnes de dépistage. Et pourquoi on fait des campagnes de dépistage à l'échelon régional ou à l'échelon national? C'est pour dépister justement ces facteurs de risque cardiovasculaire. Certes, on ne fait pas de dépistage des mycoses, on ne fait pas de dépistage de certaines infections, tout simplement parce que ça ne tue pas. Par contre, ces facteurs de risque cardiovasculaire sont associés à une mortalité très importante. Donc ces maladies cardiovasculaires, on cherche les facteurs qui vont les déclencher, et ces maladies cardiovasculaires, malheureusement des fois, la première manifestation de ces maladies, c'est la mort subite. C'est pour ça, c'est très important de faire des fois des campagnes de dépistage systématique et de voir à l'échelon individuel ou à l'échelon des communautés. Alors pour qui? Alors à qui on va s'adresser et avec quel outil? Avant, on utilisait le fameux score de Framingham. Donc, je rappelle que le Framingham, c'est un village aux États-Unis où on a récolté beaucoup d'informations, et à travers ces informations, donc, il y a une notion de data, collecte d'informations, et à travers ces informations, on a fait des scores de risque. Donc, si vous fumez 10 ans, vous risquez de faire un infarctus. Si vous avez le diabète, vous risquez d'avoir des complications, et ainsi de suite. Par la suite, on a essayé d'affiner ces scores en fonction des régions. Et les États-Unis, ils ont développé le ASCVD, c'est Arteriosclerosis Cardiovascular Disease, les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. Et les dernières recommandations, on est obligé d'utiliser les outils d'autrui. On utilise les outils de registre européen, ou le score 2. Score 2, c'est la severity of coronary, de l'atteinte coronaire events, c'est-à-dire l'atteinte athérosclérotique des vaisseaux. Il y a le score 2, et on a introduit un nouveau score, OP. OP, c'est old person, c'est le sujet âgé. Parce qu'auparavant, l'ancien score, il s'arrêtait à l'âge de 70 ans.
Maintenant, au-delà de 70 ans, on a un autre score pour évaluer le risque cardiovasculaire chez les seniors. Alors, le papier Princeps, c'est celui-là, il a été publié en 2021 par la Société européenne de cardiologie. Et ce papier, certes, il va nous aider. Donc, je vais vous donner le lien pour avoir une application mobile pour pouvoir calculer de façon facile. L'objectif des scores, il faut faciliter leur usage. Donc, il ne faut pas passer 1 heure avec le patient au cabinet pour pouvoir faire un score. Donc, il suffit de trois clics dans un téléphone, un smartphone, pour faire le score qu'on va détailler par la suite. Alors, il y a néanmoins, lorsqu'on nous propose des scores, donc là c'est la traduction, il faut bien sûr une lecture critique de ces scores et les utiliser essayer de les utiliser dans notre contexte marocain. Et ces scores, ils ont catégorisé les 4 groupes de patients, c'est-à-dire les patients, là, je ne sais pas si vous voyez la flèche, les patients apparemment en bonne santé, et ce sont les patients que je viens de citer tout à l'heure, qui sont en bonne santé, ils viennent demander des fois, est-ce que j'ai un risque ou pas de développer une maladie cardiovasculaire? Les patients qui ont déjà, une autre catégorie, qui ont déjà une atteinte cardiovasculaire avérée, ou bien les patients qui ont un diabète de type 2, c'est une catégorie à part, parce que pour calculer le score de risque cardiovasculaire chez le diabétique, on utilise le score diabétis, un autre score dédié aux maladies diabétiques. Et les derniers, ce sont les malades qui ont une hypercholestérolémie familiale ou bien une atteinte maladie rénale chronique. Alors, les recommandations de 2021 de la Société européenne de cardiologie nous incitent à faire la première étape, c'est de catégoriser de ces patients et hiérarchiser le risque cardiovasculaire. Alors, vous voyez, sur ces ABAC qui ont été donnés, ça paraît un peu difficile à lire, mais à travers l'application, ça facilite leur lecture. Vous voyez, d'emblée, vous voyez la carte de la région et la région. Donc, nous, au Maroc, on se bat de la Société marocaine de cardiologie pour avoir toujours notre souveraineté territoriale complète, donc avoir la carte du Maroc complète. On nous a mis en rouge. C'est quoi rouge? On est à très haut risque cardiovasculaire. Lorsqu'on a vu cette publication, on s'est posé beaucoup de questions. C'est pourquoi on nous a placés à très haut risque cardiovasculaire. C'est en cherchant qu'on a trouvé la réponse, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que tout à l'heure, un collègue m'a dit, parce qu'on n'utilise pas l'huile d'olive. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais ils ont catégorisé les pays à faible risque cardiovasculaire en vert, et chaque catégorie de pays, ils ont leur tableau. Ben, nous, on nous a placés dans ce tableau où il y a, regardez, à partir de 50 ans, on est en rouge déjà. On est à très haut risque cardiovasculaire. Déjà, à d'emblée, on est dans un pays à très haut risque cardiovasculaire. Et lorsqu'on cherche pourquoi, parce que regardez la référence, ils se sont basés sur les données de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, les données de l'OMS, lorsque on a checké dans le bureau, donc il n'y avait pas de statistiques officielles de mortalité cardiovasculaire au Maroc. Il n'y avait pas de statistiques officielles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont assimilés à nos voisins. Et le voisin les plus proches, c'est pas l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est pas la Libye, c'est l'Égypte. Donc, ils nous ont placés à très haut risque cardiovasculaire en se basant sur les données d'un pays dont la population est 3 à 4 fois le nombre de populations marocaines. Donc, c'est pour ça qu'on nous a placés. Donc, fort de cette constatation, malheureusement, on est obligé de faire des évaluations de risque cardiovasculaire. Et dans ce cas, on utilise l'application en tenant en considération qu'elle est un petit peu biaisée. Donc, on utilise les outils des autres pour établir un score cardiovasculaire dans notre population. Donc, certes, c'est une population différente, et notre défi dans la Société marocaine de cardiologie est d'avoir des data. Donc, on a commencé à récolter, dans un premier temps, on a le registre qui est en cours de validation, le registre de l'hypertension artérielle, et ça va venir, parce que faire un registre, ça nécessite beaucoup d'efforts intellectuels, beaucoup d'autorisation sur les données personnelles, sur CNDP. Donc, pour le faire dans les règles de l'art, il faut beaucoup de travail, et sûrement, on aura recours à nos collègues généralistes, à nos collègues spécialistes, pour avoir des données fiables dans un avenir proche. Alors, une fois j'ai fait cette longue introduction sur la problématique d'établir un score cardiovasculaire
dans notre pays. Donc on est obligé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on on est devant un patient apparemment en bonne santé? Donc, la première des choses pour tous les malades, c'est chaque fois qu'on reçoit un malade, il faut lui rappeler qu'il faut cesser de fumer. Ça, c'est une obligation. Il faut arrêter de fumer pour toutes les catégories de patients, qu'ils soient apparemment en bonne santé, qu'ils soient diabétiques, qu'ils soient avec une maladie cardiovasculaire avérée ou autre. Donc, après, les recommandations, ils ont divisé en 3 tranches d'âge. Moins de 50 ans, entre 50 et 69 ans, et au-delà de 70 ans. Et à chaque tranche d'âge, il y a un niveau de risque de moins de 2%. C'est les hiérarchisations de risque modéré, élevé et très élevé. Et chaque fois qu'il y a un risque modéré et très élevé, il y a des cibles. Il faut agir dans un premier temps sur les chiffres tensionnels. On verra comment on traite la tension, et sur le LDL cholestérol. Donc le LDL, le cholestérol et l'hypertension artérielle sont les cibles chez les malades apparemment sains. Apparemment sains, ça veut dire qu'il n'est pas diabétique, qu'il n'est pas de maladie cardiovasculaire avérée, qui n'a pas d'hypercholestérolémie familiale, qui n'a pas de diabète. Alors, pour le reste, lorsqu'on a une maladie cardiovasculaire avérée, là, il faut faire tous les moyens, il ne faut pas tomber dans l'inertie thérapeutique, il faut agir avec force pour traiter ces patients. Et les cibles vont être différentes en matière de pression artérielle systolique et en matière de chiffres lipides. Alors, pour vous faciliter, il vous suffit de voir sur vos smartphones, télécharger cette application, parce que ça va être très facile par la suite de faire l'évaluation de score, parce qu'on va choisir la région, et vous n'allez pas être fâché parce qu'on bataille pour avoir la carte du Maroc complète. Donc ils nous ont séparé notre carte, mais on utilise cette application. Et je vous donne l'exemple là. Donc ça veut dire l'exemple là d'une dame. Regardez, là c'est la première. En 3 clics. Voilà. Femme, âgée, l'âge, elle est 54 ans, elle n'est pas fumeuse, elle ne fume pas. Donc, son pression artérielle systolique, elle est à 144, et un taux de cholestérol, elle est à 1 à 2, et HDL cholestérol. Pourquoi? Parce que dans les schémas que je vous ai montrés tout à l'heure, il y a le cholestérol non HDL. Et le cholestérol non HDL, c'est facile de l'avoir, c'est le cholestérol total moins le HDL. Ça nous donne le cholestérol non HDL, et l'application, en cliquant, ça vous donne, par exemple, là, ça nous a donné 4,2% à 10 ans d'avoir une maladie cardiovasculaire. Alors, le patient marocain, c'est un patient particulier. Il y a des patients d'un certain niveau qui sont cortiqués, ils savent ce qu'ils veulent, en matière de traitement. Il y a des patients qui disent, docteur, est-ce que vous avez donc comme chouafa, ou non. Donc non. Donc il faut avoir le bon discours avec nos patients pour leur montrer avec des schémas ou bien un discours optimiste. C'est-à-dire, par exemple, si vous arrêtez de fumer, ce que vous allez gagner en qualité de vie, en nombre d'absence d'événements cardiovasculaires. Et ça, ce que les recommandations, elles insistent sur ça, sur des tableaux pour dire, si vous arrêtez de fumer, vous gagnez combien d'années sans événements cardiovasculaires. Si vous baissez 10 mg de mercure de systolique, vous gagnez tant d'années sans avoir de maladie cardiovasculaire. Si vous baissez 1 millimol de cholestérol, vous gagnez tant d'années sans maladie cardiovasculaire. Alors, ça vous rappelle peut-être, à un certain moment, on parlait d'un score, pas un score, mais un concept qui était très intéressant. C'est discuter avec les patients, lui dire, vous êtes fumeur, vous êtes tabagique, bien sûr, vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous avez 40 ans, mais malheureusement, votre âge vasculaire, elle est de 70 ans, par exemple. Donc, ça touche le conscient du patient sur son état cardiovasculaire. Si lui dites que vous avez l'âge de quelqu'un qui a 70 ans, il va se remettre en question et ça permet. Cette notion d'âge vasculaire était très à la mode, et ça nous aidait de convaincre les patients, parce que convaincre un patient qui est asymptomatique, hypertendu, de le traiter pour sa tension artérielle et sa dyslipidémie, c'est très difficile. Je vous assure que c'est très difficile parce que vous avez votre expérience personnelle. Et le patient, il m'a prescrit un médicament, j'ai rien, je ressens rien,
Mais bien sûr, chaque fois, il faut marquer le point, le tueur silencieux qui est l'hypertension artérielle, et imposer, pas imposer, informer sur la nécessité de la prise de traitement pour éviter les complications cardiovasculaires. Alors, cette application, il va vous aider, certes, mais il faut bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'inertie thérapeutique. C'est pour ça que je vais faire un petit focus sur certains facteurs de risque, les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et rapidement le diabète, parce que la séance d'après va être sur le diabète. Et les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Vous savez, en 2024, il y a eu publication des nouvelles recommandations de l'hypertension artérielle, et la nouvelle notion, c'est la pression artérielle élevée. Cette nouvelle notion, il vient pour remplacer. Bon, je trouve que c'est bien de faire cette appellation par la simple raison qu'avant, lorsqu'on discutait avec certains patients, on vous dit, vous êtes dans la catégorie tension normale haute. Donc, monsieur docteur, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est haut? Donc, on est tombé dans des discussions des fois un peu monocritiques, vous dites n'importe quoi, c'est de charabia ça. Donc c'est bien d'avoir ces nouvelles recommandations, et il souligne, il ne change pas le diagnostic de l'hypertension artérielle comme 140 de mm de mercure, 90 de diastolique, mais on parle désormais d'élévation de la pression artérielle lorsque la PA systolique, au-delà de entre 120 et 139 mm de mercure, et diastolique entre 70 et 89. Donc cette catégorie de patients, les études scientifiques, les méta-analyses ont montré qu'ils ont un risque résiduel de développer des maladies cardiovasculaires, que ce soit un AVC ou une atteinte des artères coronaires. Mais donc il faut confirmer toujours l'hypertension artérielle. D'accord? Donc c'est pour ça l'office, la mesure au cabinet, elle est certes importante, mais il faut s'aider avec les automesures en dehors du cabinet, la règle des 3 fois le matin, 3 fois le soir pendant 3 jours, ou bien utiliser les haltères tensionnels, le fameux MAPA. Le MAPA. Alors, pour l'automesure à domicile, donc il faut une vraie éducation du patient sur comment faire cette automesure, et bien sûr avoir un appareil validé par les sociétés savantes. Donc, et actuellement, on dispose dans le marché ce qu'on appelle les appareils cuffless, c'est-à-dire sans brassard. Ils sont pas encore valides, malheureusement. Donc, ce qui sont validés, c'est les brassards du bras. Alors, les chiffres, bien sûr, les chiffres, on dit quelqu'un qui est hypertendu au-delà de 140 mm de mercure et 90 pour la diastolie. Et la nouveauté dans ces recommandations, c'est que à partir du moment qu'on a établi le diagnostic, avant c'était les mesures hygiéno-diététiques plus après 3 mois le traitement, maintenant le traitement d'emblée. Et le traitement très fort d'emblée, très fort, les associations fixes. Alors, pour les patients chez qui on reçoit avec une élévation de la pression artérielle, là rentre en jeu aussi le calcul du score 2, c'est-à-dire le risque cardiovasculaire. C'est qu'en présence d'un score cardiovasculaire modéré à élevé chez cette population qu'on va proposer un traitement qui va être dans ce cas une monothérapie plutôt qu'une bithérapie, qui est la règle actuellement dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Alors, bien sûr, la thérapeutique antihypertensive n'est pas seule, mais les règles hygiéno-diététiques sont toujours de mise, avec une activité physique régulière. Donc, les règles hygiéno-diététiques, elles jouent un rôle crucial dans ces recommandations, dans la gestion du contrôle tensionnel, que dans le bénéfice large sur la santé cardiovasculaire. Donc, dans les recommandations antérieures, il fallait pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Donc, il reste indiqué, mais on propose de faire, en plus de ça, 75 minutes d'activité physique vigoureuse réparties sur 3 jours, qui peuvent être également réalisées en complément d'activité d'intensité faible à modérée. Et bien sûr, la nouveauté aussi, c'est de corriger la balance potassique. Donc, on encourage à utiliser le sel
les substituts de sel, les sels riches en potassium, parce qu'on a montré qu'avoir une potassium élevée, au-delà de 4,5, ça participe à une meilleure prise en charge de ces patients sur le plan cardiovasculaire. Alors, l'algorithme, comment on baisse la pression artérielle, donc il faut instaurer immédiatement, quand c'est une hypertension artérielle établie, donc il faut instaurer immédiatement un traitement anti-hypertenseur. Et le traitement anti-hypertenseur, donc il n'y a pas de secret, on a les médicaments à notre disposition, on commence par un bloqueur de système rénine-angiotensine associé à un inhibiteur calcique ou voire un diurétique diazidique. Donc, ces recommandations, maintenant, depuis les anciennes, il y a plusieurs recommandations, que ce soit internationales, que ce soit européennes. Pardon, désolé. Donc, les recommandations internationales, il insistait sur la bithérapie. Donc, c'est quoi le fondement de cette bithérapie? Donc, le fondement de cette approche thérapeutique, elle est basée sur des études. Et les études, le problème qui se posait, c'est la plupart des études, il faut utiliser au moins 2 médicaments antihypertenseurs pour obtenir et maintenir le contrôle tensionnel. Donc, vous avez Ascot, là, on a la moyenne des antihypertenseurs pour avoir un contrôle antihypertenseur correct, c'est 2, et dans l'étude haute MDRD, au moins 3. Alors, les avantages de l'association fixe versus l'association libre, donc on peut les donner séparés, mais il y a un avantage à les donner. Donc, que ce soit pour une simplicité de traitement, parce qu'on doit s'assurer de l'observance de ces thérapeutiques. Bien sûr, le coût va être diminué lorsqu'il y a une association à dose fixe, l'association fixe. Et bien sûr, on aura un petit mot sur la tolérance. Alors, quel est l'objectif? L'objectif des chiffres tensionnels en matière d'hypertension artérielle, c'est d'avoir une PA systolique entre 120-129 et une diastolique entre 70 et 79. Alors, pour l'efficacité, lorsqu'on utilise un traitement antihypertenseur, on vise l'efficacité, mais on vise aussi la protection cardiovasculaire et la tolérance. Alors, concernant l'efficacité sur les facteurs de risque cardiovasculaire, et l'étude Excellence qui a étudié l'effet antihypertenseur de l'association entre amlodipine et valsartan. Donc, son critère, c'était certes la réduction de la PAS dans les différents sous-groupes, et parmi les sous-groupes, il y a des patients à très haut risque cardiovasculaire. Donc, dans cette étude, on a utilisé l'association amlodipine-valsartan, et l'amlodipine-valsartan a permis une réduction de la pression artérielle, quelle que soit la sévérité de l'hypertension artérielle, donc avec une baisse minimale de 48 mm de mercure. Et chez les patients à très haut risque cardiovasculaire, que ce soit les diabétiques, les dyslipidémiques, il y avait une baisse, quel que soit le niveau de risque cardiovasculaire. Donc, cette combinaison, il a entraîné une puissante réduction de la PAS et la PAD chez les patients, quel que soit le grade de l'hypertension, et une puissante réduction de la pression artérielle, quel que soit chez les populations à très haut risque cardiovasculaire. Qu'en est-il de la tolérance? Quand on donne une association avec l'inhibiteur calcique, vous savez, lorsqu'on l'amlodipine en monothérapie, donc surtout chez les femmes, on peut avoir des œdèmes des membres inférieurs. Donc avec cette association, on a constaté statistiquement de façon significative une réduction de la rétention des fluides versus l'amlodipine, et ceci s'explique par le mécanisme d'action, c'est que le blocage du système rénine-angiotensine, il va inhiber les effets de l'angiotensine 2 et donne lieu à une réduction supplémentaire de la pression artérielle, une réduction de l'œdème par vénodilatation des inhibiteurs du système rénine-angiotensine. Donc, il y a un équilibre entre vasoconstriction et vasodilatation, ce qui va diminuer ces œdèmes périphériques. Donc, la pierre angulaire de traitement de l'antihypertenseur, de l'hypertension artérielle, c'est l'association bithérapie initiale, bloqueur de système rénine-angiotensine, inhibiteur calcique et diurétique. S'il n'y a pas de cible de chiffre tensionnel, on passe à une association avec un diurétique thiazidique et ainsi de suite jusqu'à avoir un équilibre
tensionnelle. Alors, on a terminé avec le premier facteur de risque et on passe à la dyslipidémie. Alors, le dyslipidémie, depuis toujours, la cible, c'était le LDL, pour la simple raison, c'est que dans l'athérogénèse, le LDL cholestérol, il joue un rôle très, très important parce que plus on a le taux de LDL circulant important dans le sang, plus il est cytotoxique pour l'endothélium. Et pour l'endothélium, il va être phagocyté, et le fait qu'il soit phagocyté par l'endothélium, donc il y aura des réactions inflammatoires qui vont entraîner une formation des plaques. Et c'est les formations des plaques d'athérosclérose sont le substratum de développer toutes les affections cardiovasculaires, que ce soit infarctus du myocarde, que ce soit AVC ischémique. Donc il suffit d'avoir une rupture de cette plaque au niveau coronaire, d'avoir un syndrome coronarien aigu. Il suffit d'avoir une formation de plaques au niveau de l'aorte, d'avoir les anévrismes qui risquent de se rompre. Donc, le LDL cholestérol a été démontré dans les différentes études, que ce soit des études de prévention primaire, de prévention secondaire, ou bien des études ultrasonographiques, où on a utilisé de Doppler intravasculaire, IVUS. Le IVUS, c'est le Doppler à l'intérieur des artères coronaires et des autres artères. On a prouvé, lorsqu'on traite ces dyslipidémies avec LDL élevé, on a des fois des remodelages inverses de ces plaques, voire même des stabilisations de ces plaques. Et à titre d'histoire, donc les statines, lorsqu'ils ont été développés au départ, ils ont été développés à visée anti-inflammatoire. Donc c'est donc ils ont une vertu anti-inflammatoire, et ça fait partie d'un discours optimiste pour les sceptiques de la prescription des statines. Pourquoi? Parce que le patient, il écoute bien sûr des émissions, on tacle les statines, il y a une grande prescription, mais les recommandations sont là pour sécuriser la prescription. Donc quelqu'un en bonne santé apparente, on va traiter les dyslipidémies que s'il est à haut risque cardiovasculaire, à modéré, à élevé. Donc, les études, je reviens sur le LDL cholestérol. Donc, les études ont montré que plus elle est bas, moins on va atteindre le seuil de développer une maladie cardiovasculaire. Et plus c'est élevé, plus on a, c'est surtout le cas pour les hypercholestérémies familiales, on peut développer des atteintes coronaires, des atteintes de système nerveux central. Alors, les méta-analyses chez les diabétiques ont montré qu'il y a le même gain chez le diabétique et le non-diabétique. Et lorsqu'on veut traiter ces patients dyslipidémiques, on va utiliser les statines à forte dose, mais des statines intenses. Et donc, le champion des statines, c'est les rosuvastatine et les atorvastatine, comme j'ai bien montré, parce qu'ils peuvent entraîner une baisse rapide. Ce qu'on cherche, une baisse rapide et durable. Et vous voyez que avec une dose moyenne de 10 mg de rosu, on peut atteindre l'objectif initial qui est de baisser 50% en moins le LDL initial. Donc, avant de traiter, bien sûr, une dyslipidémie, on a besoin d'avoir un état initial, c'est-à-dire la valeur de base pour pouvoir suivre ce genre de malade. Et pour les malades qui sont, les patients qui sont les patients qu'on reçoit en bonne santé apparente, l'objectif c'est de moins de 1. Et après, on va intensifier ces seuils de moins de 1 en fonction si on trouve le screening des facteurs de risque, si on trouve plus de risques cardiovasculaires ou pas. Donc je vais avancer un petit peu plus vite. Alors pour les patients à très haut risque, pour les patients diabétiques à très haut risque, on va viser un LDL cholestérol moins de 55. Donc pour les patients à haut risque, c'est moins 70, et pour risque modéré, moins de 1. Donc ces valeurs seuil, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut toujours réévaluer le risque cardiovasculaire. C'est une valeur qui est dynamique dans le temps. On peut avoir d'autres éléments qui peuvent changer le score de risque cardiovasculaire. Et les recommandations, il recommande d'utiliser dans un premier temps une statine à la haute dose tolérée, bien sûr, pour atteindre l'objectif de LDL. Alors, les dernières recommandations, comme ils montrent que ce genre de tableaux qu'il faut, vous pouvez les télécharger, ce sont des tableaux qui montrent que si vous baissez
comme j'ai dit tout à l'heure, baisser 1 millimol de cholestérol, vous gagnez tant en risque cardiovasculaire ou bien absence de maladie cardiovasculaire. Si vous baissez 10 mm de mercure de pression systolique, combien vous gagnez? Et bien sûr, si vous arrêtez de fumer, combien vous gagnez en matière risque cardiovasculaire. Donc j'arrive sur le diabète et je me réjouis de voir mon collègue endocrino qui vient de rentrer, c'est Gundouz. Donc le diabète type 2, il faut bien sûr tabler sur les objectifs glycémiques selon le niveau de risque cardiovasculaire. Et la nouveauté dans la prise en charge du diabète, c'est que, abstraction faite de niveau d'hémoglobine glyquée, abstraction, il y a une haute preuve de recommandation de prescrire les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues de GLP-1 qui ont montré dans leur étude de sécurité cardiovasculaire leurs bénéfices sur la réduction de risque cardiovasculaire. Et bien sûr, chaque fois que vous êtes devant un diabétique, il faut screener, il faut faire un screening est-ce que la présence ou non de maladies cardiovasculaires, et inversement, lorsqu'on a des malades qui ont une atteinte cardiovasculaire, il faut toujours screener la présence ou non de diabète. Bon, donc, pour les autres facteurs de risque cardiovasculaire, le tabagisme, il a un impact majeur sur le risque cardiovasculaire. Il faut adopter des stratégies d'arrêt, donc des stratégies voir un psychologue. Donc pour l'alimentation, je vous cache, il faut lutter contre la sédentarité et l'alimentation malsaine, et bien sûr lutter contre l'obésité. Et en conclusion, donc il faut bien sûr une prise en charge multidimensionnelle et individualisée des patients. Il faut une coordination entre médecins généralistes, endocrinos et cardiologues pour la prise en charge de ce patient. Et bien sûr, on a besoin, comme j'ai dit au début, je termine par la fin, on a besoin de données nationales pour pouvoir utiliser les datas. Certes, il y a l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle a besoin de données. Il faut l'alimenter de données correctes et fiables pour pouvoir vous donner des scores, des prédictions. Et je remercie les laboratoires Afrique Phare pour leur support pour ce congrès. Merci. Alors, s'il vous plaît, une demande pour l'assistante. On va poser 2 questions seulement. Alors, la première, c'est là. Salam alaikum. Merci, professeur, pour votre communication. J'ai 2 petites questions. Selon l'épidémiologie, le risque cardiovasculaire, par exemple, en Égypte, il est classé très haut risque. Est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter là et ne pas refaire l'évaluation du risque cardiovasculaire? C'est-à-dire, il est déjà considéré comme. Ma deuxième question, votre avis sur l'utilisation de la colchicine en matière d'athérosclérose. Est-ce qu'on peut l'associer aux statines? Ouais, 2 excellentes questions. Alors, pour la première question, alors, le fait de catégoriser les pays à très haut risque cardiovasculaire, risque modéré, risque bas, ça nous donne uniquement l'accès au tableau qui va individualiser encore le risque. Donc, le 2,5% d'un pays très haut risque cardiovasculaire est différent de 2,5%, par exemple, de bas risque de pays de bas. Donc, ça, uniquement pour pouvoir choisir le tableau. Donc, si vous voyez le tableau que je montrais tout à l'heure, donc, dans les pays à très haut risque cardiovasculaire, à partir de 50 ans, on est déjà avec des scores élevés. Donc, il faut affiner le deuxième partie de l'affinement de ce risque cardiovasculaire. Alors, pour la deuxième question, oui, la colchicine, elle a sa place, mais en grade de recommandation 2B. C'est pas de forte recommandation, mais elle a fait son apparition dans les recommandations, dans la prise en charge de risque, parce qu'il y a l'inflammation qui est derrière. Donc, l'inflammation, il y a une indication, c'est l'étude Colcock-Shot qui a montré que l'efficacité de la colchicine, donc la réduction des atteintes cardiovasculaires chez les patients qui ont déjà une atteinte cardiovasculaire. En prévention secondaire, ouais. Oui, s'il vous plaît. Pardon? À dose de 1 mg. Bonjour, docteur. Avant, on utilisait la colchicine à dose 0,5 pour post-infarctus. Il y a une étude qui est récente en 2024 qu'ils ont fait l'intérêt de la colchicine en post-infarctus chez des patients. Oui. Aucun intérêt. Donc, ça vaut même pas la peine. J'ai dit 2B. 2B, c'est quoi 2B? Ah, 2B, c'est tout près de 3. 3, c'est pas recommandé. Ah, oui. 2B, c'est des études de faible, c'est pas des études randomisées. Donc, en matière de scoring des niveaux de preuve, 2B, c'est très bas. C'est très bas, je dirais même, c'est pour ça que j'ai pas cité. D'accord. Alors, à propos des statines en 1950, ils ont été sortis pour traiter le diabète et pas
fait cholestérolémie, ni l'inflammation. Et l'inflammation. Alors, pour strainer, ma question, pour strainer les patients, si on fait le score 2 ou le score de diabète et tout ça, OP pour stratifier le score classique, si on trouve qu'il est à haut risque ou à haut risque ou à risque modéré, il faut toujours compléter par ce qu'on appelle par un score classique pour stratifier le risque. Est-ce qu'il est à modéré, est-ce qu'il est à haut risque ou à très haut risque? Ouais. Et pour les recommandations de LDL, normalement, c'est à très haut risque cardiovasculaire, c'est moins de 0,55. Si en prévention secondaire, c'est-à-dire c'est la refait, c'est de moins 0,40. Oui, c'est ça, c'est les dernières recommandations. Et plus, ou moins 50%. Ce sont des recommandations en prévention secondaire. Secondaire, c'est moins de 0,40. Primaire, c'est 0,50. Ou bien moins de 50, moins le double, c'est-à-dire moins la moitié. Ouais. Moins la moitié. Lower is better. Hein? Lower is better. Lower is better. D'accord, merci. Merci. Monsieur Halil, c'est 2 questions. Alors, ma question, donc, le score 2, il est intéressant. Le score 2, il est intéressant, mais je trouve qu'il y a des limites. Par exemple, le score de diabète, un diabétique qu'à 71 ans, on ne peut pas l'évaluer. Est-ce que ça veut dire que c'est pas intéressant d'évaluer sur le plan cardiovasculaire? Alors, le score de diabète, il est limité à 70 ans. Et en plus, il n'inclut pas l'albuminurie. Lorsqu'on en hyperfiltration, il vous donne un score très bas. Donc, oui, le score de diabétique, donc il est différent du score 2 pour le commun des mortels. Et passons apparemment au sujet. Par contre, je vais pas poser une question, mais ces scores ne marchent pas bien pour le diabétique type 1. Type 1, on a problème, on n'a pas beaucoup d'études, mais le diabétique type 1, par contre, on utilise ce que vous venez de dire. On utilise s'il y a l'atteinte d'organes cibles, que ce soit néphropathie, rétinopathie, on utilise pour affiner le score cardiovasculaire. Par contre, le diabétique qui vient, mais asymptomatique, ça peut rentrer dans le cadre d'un syndrome coronaire chronique, et là, on va rentrer dans toute une démarche de diagnostic des syndromes coronaires chroniques avec l'utilisation de scores calciques, l'utilisation des peptides natriuritiques, l'utilisation de l'épreuve d'effort, bien que l'épreuve d'effort n'a plus de place actuellement en cardiologie, ce n'est pour démasquer mais des tests à visée cardiologique spécifique, à viser pour dépister l'ischémie myocardique en faisant avec une localisation de l'ischémie, que ce soit une écho de stress ou bien une IRM de stress ou bien selon l'expertise locale. Donc le meilleur moyen, c'est celui qu'on dispose. Par exemple, on a à Tanger ou bien à Salé un service qui fait bien l'écho de stress, on va partir pour l'écho de stress. On a un cabinet de radiologie qui font d'excellents coroscanners, on va partir pour un coroscanner. Mais ça dépend du niveau de probabilité pré-test de ces patients. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci, professeur, pour cette intervention. Merci à l'assistance.